Bonjour, alors voilà, de nouveau on se retrouve donc aujourd'hui pour s'attaquer au deuxième chapitre, pour attaquer plutôt le deuxième chapitre où il s'agit du moment cinétique. Alors on va consacrer tout un chapitre pour le moment cinétique, c'est tout simplement parce qu'il est très important dans les domaines de spectroscopie, dans le domaine du nucléaire, dans le domaine atomique. Il y a toujours un moment cinétique. Alors, pourquoi le moment cinétique? Qu'est-ce qu'il a comme particularité? Pourquoi il a été introduit, cette grandeur d'abord? Alors, la grandeur physique du moment cinétique. Alors, je voudrais juste rappeler rapidement et brièvement qu'est-ce que c'est que d'abord la définition de moment cinétique. Alors, c'est la définition classique. C'est L est égal à R vectoriel P. R vectoriel P, R c'est la position et P c'est l'impulsion, c'est-à-dire c'est P égale à mv. Et cette grandeur, c'est R vectoriel P. Pourquoi il a été introduit? Pourquoi ce n'est pas R vectoriel P? Alors, tout simplement, le moment cinétique, il a été introduit parce que c'est une grandeur qui tient compte, est-ce que le système est en rotation ou pas? Est-ce que le système, par exemple, si R est collinéaire avec P, c'est-à-dire c'est un mouvement qui est rectiligne, dans ces conditions, le moment cinétique est égal à 0. Donc, le moment cinétique, cette grandeur, dès qu'il y a une courbure, il y a un moment cinétique. Et en général, c'est surtout quand il y a une rotation où il se trouve que le moment cinétique il est conservé dans les rotations. Ça, si on fait un plique de plus dl sur dt en physique classique, c'est OM vectoriel F, où F c'est la somme des forces extérieures. Alors si le système est isolé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de force extérieure, dans ces conditions, dl sur dt est égal à 0, donc L est une constante du mouvement. Ou si le système est plongé dans ce qu'on appelle des forces centrales, comme par exemple la force gravitationnelle, comme par exemple la force coulombienne, comme par exemple la force nucléaire, dans ces conditions, ça égale à 0. Si ça égale à 0, eh bien, implique L est une constante du mouvement. Une constante du mouvement en direction et en module. En direction et en module. C'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, pour l'étude du moment cinétique, donc, c'est une grandeur qui a été introduite pour tenir compte des rotations, où il se trouve que le moment cinétique, que cette grandeur, c'est une constante du mouvement. Bien. Alors, ceci étant dit, donc, elle est définie, le moment cinétique, il est défini. Donc, vous avez par exemple trois composantes. Lx est égal donc à y pz moins z py. Voilà, et les autres, on les obtient par permutation circulaire. Qu'est-ce que ça veut dire permutation circulaire? Ça veut dire x, il devient y, il devient z, et des, il devient x. Ça, c'est ce qu'on appelle une permutation circulaire. C'est-à-dire ici, Lx, ça sera donc Ly, ici, ça sera z, px, moins ici, x, pz, et ainsi de suite, ici, Lz est égal, donc c'est x, py, moins y, px. Moins y, px. Voilà, ça c'est la permutation circulaire. Bien, ça c'est donc le moment cinétique tel qu'il est défini en classique. Alors en physique quantique, on utilise donc le deuxième postulat. Alors deuxième postulat, qu'est-ce qu'il dit le deuxième postulat? Deuxième postulat, c'est qu'à toute grandeur définie en physique classique, on lui associe un opérateur. Deuxième postulat, donc vous avez R, on lui associe grand R, et P, on lui associe dans la base R, moins H bar, nabla. Moins H bar, nabla, de sorte que le moment cinétique en physique quantique maintenant, L, c'est égal à moins H bar, R vectoriel nabla, où les composantes sont les suivantes. Donc vous avez Lx, c'est moins H bar, y d sur dz, moins z d sur dy. Il suffit juste de connaître une, le reste, comme je viens de le dire, on le peut déduire juste avec une permutation circulaire. Donc Ly, c'est moins h bar z d sur dx, moins x d sur dz, et Lz, par permutation circulaire, moins h bar. Donc ici, c'est x d sur dy, moins y d sur dx. Voilà les trois composants du moment cinétique en physique quantique cette fois-ci. Et nous avons utilisé le deuxième postulat qu'à toute grandeur définie en physique classique, on associe un opérateur qui est hermétique, c'est inobservable,
pour petit r, c'est grand R, et pour P, c'est, nous avons vu, dans la base R, c'est moins IH bar delta, d'où l'on obtient donc le moment cinétique en physique quantique. Alors, ce moment cinétique, il vérifie, ces composantes vérifient les relations suivantes. Ces composantes vérifient, la démonstration c'est très simple, hein, vérifie les relations suivantes. C'est-à-dire si je prends par exemple une relation de commutation, hein, les relations de commutation, vous avez par exemple, si je prends Lx, Ly, et si j'effectue le calcul, ben, on trouve tout simplement c'est IH bar Lz. Et vous avez la même chose hein, par permutation circulaire, c'est-à-dire Ly, Lz égale à IH bar Lx, et vous avez Lz, Lx est égal à IH bar Ly. Voilà. Alors, ces trois relations, ça, on peut les résumer en une seule relation. C'est tout simplement L alpha, L bêta est égal à IH bar L gamma fois epsilon I, epsilon alpha bêta gamma, ou epsilon alpha bêta gamma. C'est un indice, hein, c'est comme le A2, lorsqu'il y a deux indices, c'est le symbole de Kronecker. Alors ici, C est égal à 1, si c'est par permutation si alpha, bêta, gamma, dans l'ordre d'une permutation circulaire, Alors, est égal à moins 1 si alpha, bêta, dans le désordre d'une permutation circulaire, est égal à 0 si au moins deux indices sont égaux. Alors, égal à 0, pourquoi? Par exemple, si vous prenez Lx avec Lx, bah, est égal à 0. Ly est égal à Lz, c'est égal à 0 aussi. Donc, s'il y a moins, deux indices sont égaux. Alors, bien. Alors, c'est donc le moment cinétique. Voilà, donc, nous avons défini le moment cinétique. Il vérifie la première propriété. La deuxième propriété, c'est que on définit la norme L au carré. À quoi est égal L au carré? L au carré, c'est Lx au carré, plus Ly au carré, plus Lz au carré. Déjà là, avant d'aller plus loin, le fait que Lx et Ly ne commutent pas, parce que ce n'est pas égal à 0, ne commutent pas, donc ils sont des observables incompatibles, et donc on ne peut pas les mesurer simultanément et parfaitement. Ça, c'est un cours précédent que nous avons déjà fait, et il faut l'avoir en tête. Ça, c'est déjà, donc, comme je l'ai dit toujours, on est dans les applications des postulats. Le fait qu'ils ne commutent pas, Lx ne commute ni avec Ly, ni avec Lz, ça veut dire que je ne peux pas mesurer les composantes en même temps, simultanément, parfaitement. Ça, c'est exclu. Maintenant, on définit L au carré est égal, la norme au carré, c'est L au carré, Lx, Ly au carré. Et l'on vérifie, c'est très simple hein, le calcul, et l'on vérifie que L au carré, avec n'importe quelle composante, hein, Li est égal à 0. Quel que soit, I c'est X, Y, Z. Et là on vérifie que L au carré. Alors là c'est l'inverse. Le fait que L au carré commute avec n'importe quelle composante, hein, I, ça peut être soit X, soit Y, soit Z. Là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que je peux mesurer L au carré et une des composantes, parce que je ne peux pas mesurer toutes les composantes, puisque les composantes entre elles ne commutent pas. Donc, L au carré et une des composantes, ils commutent, donc ici est égal à 0, ça veut dire que je peux mesurer les deux observables, L au carré et une des composantes, de manière, en même temps, simultanément, et parfaitement. C'est-à-dire que l'erreur, l'incertitude est égale à 0. Ça, c'est donc les propriétés qui vérifient d'après la définition du moment cinétique. En physique classique, et en partant, en utilisant donc le deuxième postulat pour aller trouver le moment cinétique équivalent en physique quantique.
et l'on déduit donc ses propriétés. Alors, sous forme de remarque, pour un système isolé, ainsi pour un système isolé, c'est-à-dire pas de force extérieure, ou plongé dans un champ central, comme coulombien, comme nucléaire, comme dans un champ central. Alors on vérifie que H, le moment cinétique H, l'hamiltonien, pardon, que H, L2 est égal à H, LI égale à 0. On vérifie que le commutateur H, il commute avec L au carré, il commute avec LI, et donc les fonctions propres sont communes. Hein, la fonction propre qui décrit l'état du système, qui est solution de l'équation Schrödinger, elle est commune à H, à L2 et à LI. Alors qu'on dispose, or, d'après la définition de la constante du mouvement, d'après la définition d'une constante de mouvement A, une constante du mouvement, c'est lorsque il ne dépend pas explicitement du temps et qui commute avec H. Donc en fait, là, on a combien de constantes de mouvement? On a L au carré et les 4 composantes. Alors on dispose donc de 4 constantes du mouvement. 4 constantes du mouvement. Alors les 4, c'est L au carré, c'est Lx, Ly, Lz. Cependant, pour trouver un écoque, cependant, pour trouver un écoque, on considère H, L au carré et une des composantes. Une des composantes. Par exemple, Lz. Une des composantes. Donc, vous avez H, L au carré, et une des composantes, par exemple, Lz. Voilà donc pour trouver l'écoque, parce que je ne peux pas prendre toutes les autres composantes, puisque un écoque, c'est quoi un écoque? C'est un ensemble complet d'observables qui commutent. Or, il se trouve que Lx ne commute ni avec Ly, ni avec Lz, et donc, par contre, il commute avec H et avec L2, et on prend une des composantes. Voilà donc, là, pour le mettre donc le cours, je répète rapidement. Donc, partant de la définition du moment cinétique d'un point de vue classique, en utilisant le deuxième postulat, on arrive donc à la définition du moment physique en physique quantique, du moment cinétique en physique quantique, qui vérifie les propriétés suivantes. Et donc, maintenant, il se trouve que, là on est parti du moment cinétique, il se trouve que il y a un moment cinétique qui n'a aucun équivalent en physique classique. On ne va pas en parler maintenant. Mais nous allons définir donc le moment cinétique d'une manière générale en physique quantique. Là, c'est juste une introduction. Comment définir donc le moment cinétique? Théorie générale des moments cinétiques, quel qu'il soit. Théorie générale, quel que soit le moment cinétique. Alors le moment cinétique de tout à l'heure, hein, que nous avons défini tout à l'heure, c'est-à-dire L est égal à R vectoriel P. On l'appelle moment cinétique orbital. Pourquoi ça, le moment L, R vectoriel P, ça s'appelle le moment cinétique orbital. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est défini à partir des positions et des vitesses, et qui dit position et des vitesses dit trajectoire, il dit donc une orbite, puisqu'une orbite c'est tout simplement une trajectoire. Et donc, ça, le moment cinétique défini à partir du classique, il s'appelle le moment cinétique orbital parce qu'il est défini à partir de la position et des vitesses, et donc, c'est le moment cinétique orbital. Il y a d'autres moments cinétiques, c'est ce qu'on appelle le moment cinétique de spin, c'est quelque chose d'interne aux particules, et ça, on ne l'a pas encore introduit, mais il y a d'autres moments cinétiques. Et nous, ce que nous allons faire aujourd'hui, ce que nous allons faire dans ce paragraphe, c'est la théorie générale des moments cinétiques, qu'ils soient orbital,
qu'il soit de spin ou qu'il soit d'autre chose, peu importe. Alors nous allons donc définir le moment cinétique de manière générale. Premièrement, donc, c'est une définition. Premièrement, définition, quelle qu'il soit. Hein, définition. Définition. Alors, le moment cinétique d'une manière générale, c'est donc de façon générale. De façon générale. Si je trouve un vecteur quelconque, hein, la relation de commutation. La relation de commutation. La relation de commutation J alpha, J bêta est égal à IH bar, J gamma, epsilon alpha bêta gamma, définit inobservable moment cinétique. Inobservable moment cinétique J. S'il y a un vecteur, alors conséquence, c'est une conséquence du fait que c'est un moment cinétique. Dès que c'est un moment cinétique, vous avez J au carré et une des composantes JI égale à 0. N'importe quelle composante, X, Y, Z, si on travaille en cartésien. J au carré, JI égale à 0. Donc, tout de suite, ce que nous venons de faire, bon, ça, ces relations, ils sont déjà vérifiées par le moment cinétique orbital, c'est-à-dire défini à partir du classique. Alors là, on travaille d'une manière générale, qu'il soit du moment cinétique de spin, on l'appelle S, ou bien moment cinétique orbital, on l'appelle L. Là, on va appeler J d'une manière générale. Dès que je trouve un vecteur quelconque dont les composantes vérifient cette relation de commutation, hop, ça y est, c'est terminé, c'est un moment cinétique. Et si c'est un moment cinétique, la conséquence, c'est que J au carré, JI égale à 0. Alors, deuxièmement, alors maintenant, nous allons, puisque, bon, en particulier, nous avons donc spectre, on va s'intéresser à spectre de J2 et JZ. Spectre de J2 et de JZ. Je vous rappelle, hein, nous avons n'importe quelle composante. C'est peut soit JX, ou bien JY ou JZ. Nous allons particulariser le problème, on va choisir JZ. C'est un choix arbitraire. Il y a des auteurs qui choisissent JX, d'autres qui choisissent JY. Donc, quel que soit, en fait, en disant ça, donc c'est un choix arbitraire, quelle que soit la direction, on prend JX ou bien JY ou bien JZ. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les directions sont équiprobables. Toutes les directions sont équiprobables. Non seulement suivant X ou Y ou bien Z, même suivant un angle θ, suivant un vecteur unitaire U dans l'espace. Alors donc ici, c'est le spectre de J2 et JZ. Vous avez donc J2 et JZ, ils commutent. Et on va montrer donc, il existe donc. Alors avant de faire donc ce cours, nous allons introduire. Alors on introduit des opérateurs J plus ou moins est égal à Jx plus I, Jy. Je vous rappelle que Jx, Jy et Jz sont des observables, donc ils sont hermétiques. Ça veut dire que Jx est égal à Jx plus, Jy est égal à J plus, et Jz est égal à J plus. Alors, on introduit ce qu'on appelle les opérateurs d'élévation et d'abaissement. J plus égale à Jx plus Jy, et qui vérifie tout de suite, qui vérifie les relations suivantes. Rapidement, la démonstration, c'est pas la peine, mais on va utiliser les relations suivantes. C'est d'abord, vous avez J2, J plus ou moins est égal à 0, elle commute. Vous avez J2, on vérifie, pardon, Jz, J plus ou moins est égal à plus ou moins H bar de J plus ou moins, de J plus ou moins. Vous avez J2, J plus J moins est égal à 2H bar, parce que ça, on va les utiliser, c'est 2H bar et Z. Vous avez aussi, tout simplement, vous avez J plus, J moins. Ça, c'est très facile à vérifier, c'est J moins, J plus. Lorsque je prends l'adjoint, c'est très facile à vérifier, vous avez J plus. Si vous prenez l'adjoint, ça sera Jx moins, donc ça sera le J moins. Pardon, ici, il y a un moins ici, c'est plus ou moins.
Plus pour plus et moins pour moins. Et vous avez J moins, G plus, fois J moins est égal à J au carré, moins JZ au carré, plus H bar JZ, plus H bar JZ. Et vous avez aussi J moins, J plus, c'est J au carré, moins JZ au carré, moins H bar JZ. Et vous avez, implique ça, ça m'implique ça, ça donne J au carré est égal à 1/2 de G plus, J moins, plus J moins, J plus JZ au carré. Je vous rappelle que J moins avec G plus ne commute pas. Vous n'avez pas le droit de faire le double produit. Bien. Alors ça c'est comme introduction. Maintenant, on va y aller, hein, on va aller rapidement parce que la démonstration va pas, ce sont surtout les conséquences de la démonstration. Hein. Donc je vais aller rapidement, je m'excuse. Vous avez le détail dans le polycope. Ici, il y a des problèmes, comme d'habitude. On est à votre disposition, soit directement dans le bureau, soit via Google Meet, si vous avez des questions. Bien, c'est une année exceptionnelle. Alors, à exception, on fait des exceptions. Ah, bon. Alors, deuxièmement, donc ici, bien, alors, la démonstration, alors on a J2 et JZ, elles commutent. Alors, cette commute implique donc qu'il existe des vecteurs propres. Il existe des vecteurs propres communs. Il existe des vecteurs propres communs à J2 et JZ, à J2 et JZ, notés AM, tel que vous avez donc J2 de AM est égal à AH bar au carré fois AM, JZ de AM est égal à MH bar de AM. Alors le A ici, c'est la valeur propre de J2 à AH bar au carré, et le M, c'est la valeur propre de JZ. Je vous rappelle, pour le moment, je n'ai rien fait. Je cherche le spectre de J2 et JZ, c'est-à-dire je cherche les valeurs propres de J2 et JZ. Je ne les connais pas, je ne connais ni A ni M, qu'est-ce que c'est? Et toute la démonstration, il sera basée sur ce cours ici. Donc J au carré JZ ici, J au carré JZ, AM, AH bar au carré, je ne la connais pas. On cherche le spectre, justement, ce qu'on appelle le spectre, c'est les valeurs propres de J2 et JZ. Donc on va chercher A et M. Qu'est-ce que c'est? Alors la notation, donc ça, A ici, c'est le A ici, et M ici, c'est M ici, c'est M. M ici, c'est la valeur propre ici. Et c'est tout ce que je sais, c'est qu'ils commutent, et donc ils ont des vecteurs propres communs. Bien, alors on disait donc ce qu'on cherche, donc ce sont les valeurs propres, c'est le spectre de J2 et JZ. La valeur propre de J2 à AH bar au carré, c'est, de tout AH bar au carré, c'est A, et la valeur propre de JZ, c'est M fois H bar. Et tout de suite, vous remarquez que l'unité du moment cinétique, ça sera le H bar. Ça sera 1 H bar, 2 H bar, 3 H bar, 4 H bar. Bien entendu, ici, c'est J au carré, c'est 2 fois, donc c'est H bar au carré ici. Et tout le problème, donc, réside ici à calculer qu'est-ce que c'est que M et qu'est-ce que c'est que A. Qu'est-ce que c'est que le M et qu'est-ce que c'est que A. Alors, premièrement, A est positif. A est positif ou nul. Alors, pourquoi A est positif? Je vous rappelle que les AM forment une base, hein, les AM forment une base, ça va de soi, hein, c'est la base J2 et JZ sont des observables, donc ça c'est une base, et vous avez la relation, donc la relation, quand on dit une base, vous avez la relation de fermeture et la relation d'orthonormalisation, tout de suite, forment une base. Donc ici, pour trouver A, donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons donc trouver, c'est que si je multiplie AM, je multiplie scalairement à gauche par AM, J au carré de AM est égal, donc c'est AH bar au carré fois AM fois AM fois AM, ça égale à 1, d'où donc vous allez avoir AH bar au carré est égal donc à AM J au carré, alors le J au carré c'est JX au carré AM plus AM
JY au carré plus AM JZ au carré AM. Alors JZ au carré AM, c'est le J au carré. Hein. Là c'est J au carré, ça c'est égal à 1. Ici c'est égal à 1. Et ici donc AH bar au carré est égal à J au carré. Le J au carré c'est J au carré plus JY et J au carré. Alors pourquoi ça c'est positif? Pourquoi ça c'est positif? Parce que je vous rappelle que vous avez donc JX ici AM. Le bras associé c'est en principe donc c'est AM JX plus. Mais comme J est inobservable, donc le plus, c'est non adjoint. Et si vous prenez donc ça, c'est AM JX fois JX AM. Ça, c'est tout simplement l'adjoint, c'est tout simplement JX AM module au carré. La même chose pour Y, donc ça c'est positif au nul, c'est une norme. Ça c'est positif au nul. Ça égale à M au carré H bar au carré, et donc finalement vous allez donc A est égal à est supérieur ou égal à M au carré. Donc la première des choses, c'est que la valeur propre A de J2, elle est positive, elle est supérieure ou égale à M au carré. Alors, ces relations, on va avoir besoin tout à l'heure. Alors, on va donc y aller tout doucement, la deuxième, petit b. Alors, les JM, les A plus, petit b, les vecteurs J plus ou moins sont vecteurs, les vecteurs. Les vecteurs J plus ou moins M, J plus ou moins AM, sont vecteurs propres de J2, et JZ. Sont vecteurs propres de J2 et JZ. Par les valeurs propres, on va voir. Alors, en effet, vous avez donc la première des choses, vous avez J2, JZ égale à 0. Ça, c'est ça. J plus ou moins, J plus ou moins égale à 0 de AL. Donc, implique, donc, que vous allez avoir, donc, implique, donc, J plus, J au carré, J plus ou moins, est égal à J plus ou moins, J au carré. Implique, on va y aller, hein, c'est toujours le temps implique. Donc, implique, si j'applique ça, donc J au carré de J plus ou moins à M, hein, J à M est égal donc à J plus de J au carré de AM. Et ça égale, donc ça, c'est AH bar au carré de J plus AM. Et donc, vous voyez très bien que le vecteur J plus ou moins AM est vecteur propre de J au carré avec la même valeur propre A que tout à l'heure. Avec la même valeur propre que tout à l'heure. Alors, de la même façon, vous allez avoir donc ici, donc JZ de J plus ou moins est égal à plus ou moins H bar, de JZ, ou bien de JZ, de J plus ou moins. Voilà, c'est cette relation que je vais utiliser, c'est dans ce sens que je ne les ai pas effacés, pour que vous puissiez le voir. Donc, implique ici, vous allez avoir JZ de J plus ou moins est égal à J plus ou moins de JZ plus ou moins H bar de J plus ou moins. Ça, c'est la relation de commutation que j'ai écrite. D'où donc ici, vous allez avoir JZ de J plus ou moins M, de J plus ou moins AM, égale, donc ça c'est le vecteur, est égal donc à J plus JZ de AM plus ou moins H bar de J plus de AM. Or ça, on le connaît, c'est MH bar, c'est MH bar, donc ici le résultat, vous allez avoir M plus ou moins H bar, plus ou moins 1, H bar, de J plus de AM. Mais attention, alors regardez très bien maintenant, hein. Regardez très bien ce vecteur. Vous allez avoir le vecteur J plus ou moins A et les vecteurs propres de J2 avec A, mais les vecteurs propres de JZ avec M plus ou moins.
Je vous rappelle que ce que nous avons au départ, nous avions J2 de AM égale à A h bar au carré de AM et JZ de AM est égal à MH bar de AM. Alors, étant donné ce qu'on appelle l'unicité de la base, si ici vous avez fait M', ça c'est M', ça c'est M', ça sera M', ça sera M', et ça sera M'. Étant donné l'unicité de la base. Donc, si je change ici M', si M', le même M' que là. Donc ici, étant donné donc l'unicité de la base, eh ben, qu'est-ce qu'on peut dire? Tout simplement, c'est, qu'est-ce qu'on peut conclure? Conclusion. Quelle est la conclusion donc? Ah, la conclusion, c'est donc, le vecteur, les AM ici, quand vous avez ici A, vous avez ici A. Quand vous avez ici M', vous avez ici M'. Alors là, donc vous avez ce vecteur et les vecteurs propres de J2 avec A. Donc ici, il va rester A. Mais les vecteurs propres de Jz avec M plus ou moins A. Donc, en conclusion, les vecteurs J plus ou moins AM sont proportionnels, à un facteur de phase près, sont proportionnels à AM plus ou moins 1. Puisque A pour J2, ils ont la même valeur propre, par contre pour Jz, ils ont la valeur propre M plus ou moins. Et on peut écrire, donc ça, on peut l'écrire que G plus de AM est égal à alpha plus ou moins, c'est une constante, de AM plus ou moins 1. Voilà. Ça, c'est donc la conclusion, la première conclusion. À partir de là, le reste, c'est des petits calculs. Là, vous allez voir, hein, c'est pas compliqué du tout. Alors là, c'est donc la première. Alors, on va calculer le coefficient. On va, par exemple, calculer alpha plus. Hein. Calcul, par exemple, de alpha plus. Calcul de alpha plus. Et la même chose, hein, vous pouvez le faire chez vous. Vous pouvez vous amuser pour calculer le alpha moins. Cette constante de proportionnalité. C'est un cours extrêmement important. Il va englober tout le moment cinétique, quel qu'il soit orbital ou bien le moment cinétique de spin, etc. Alors, regardez très bien. Vous avez donc G plus de AM est égal donc à alpha plus de AM plus 1. En fait, si vous lisez cette formule sur le plan, c'est que l'action de G+, lorsqu'il agit sur le vecteur AM, il ne touche pas à A. A, il est resté le même. Par contre, M, il passe de M plus 1. Il passe de M à M plus 1. De la même façon, J-, lorsqu'on l'applique à AM, A, il ne bouge pas. Par contre, M, il passe à M moins 1. C'est ce qu'on appelle donc les opérateurs d'élévation et d'abaissement. À chaque fois qu'on l'applique, il le fait monter d'une unité. J+. Alors ça implique donc, vous avez donc A, M plus 1 est égal à 1 sur alpha plus fois J plus M, AM. Si je prends le bras associé, alors le bras associé, c'est AM plus 1, est égal donc ici à 1 sur alpha plus étoile, et ici c'est AM fois J plus fois plus. Mais attention, J plus fois plus, ça c'est J moins. Ça c'est J moins, donc c'est 1 sur alpha plus AM J moins. De sorte que lorsqu'on va faire donc le produit scalaire AM plus 1 fois AM plus 1 qui est égal à 1, ça égale à 1, bah, est égal donc à 1 sur alpha plus au carré, facteur de AM fois J moins, J plus de AM. On est d'accord? Donc alpha, or ça, c'est donc ça, on peut y aller hein, pour faire le calcul. Ça, c'est donc sur alpha plus au carré, module carré, AM. J plus fois J moins, c'est J au carré, moins JZ au carré, moins JZ au carré, moins H bar JZ, fois AM.
Et ça donne la chose suivante. Donc, c'est 1 sur alpha plus au carré fois AM J2. Alors, AM fois J2 fois AM, c'est AH bar au carré. Ça, on peut l'écrire donc d'une autre manière. Donc, c'est A moins M facteur de M plus 1 fois, voilà ce que ça donne le calcul exactement. Parce que J au carré fois AM, c'est A fois H bar au carré. Il y a un H bar au carré que j'ai oublié quelque part, fois H bar au carré. Voilà. Et voilà donc cette expression, comment il est. Et à partir de là maintenant, on peut déduire donc alpha plus au carré. Donc alpha plus au carré implique donc alpha plus au carré est égal à A moins M facteur de M plus 1 H bar au carré. Alors, regardez très bien, ça, on a fait un petit calcul de rien du tout. On a juste calculé le produit scalaire. Le produit scalaire, en utilisant tout ce qu'on connaît comme outil mathématique, le formalisme, le quête, le bras associé, les relations que nous venons d'écrire, et vous avez cette forme ici. Alors, ça, c'est la première des choses. Donc, alpha plus, je vous rappelle que alpha plus, c'est le constant de proportionnalité. Bien. Alors, regardez bien cette formule-là. Ça, c'est une norme, c'est un carré, module au carré. C'est quelque chose qui est positif. Donc, tout ce calcul doit être positif. Or, regardez très bien si, qu'est-ce qu'on fait? Or, qu'est-ce qu'on constate? Si M augmente, pour A fixé, si M augmente, alors cette différence va diminuer. A moins M facteur de M plus 1, qu'est-ce qu'il fait pour H bar au carré? Ça, il diminue. Il va diminuer jusqu'où? Jusqu'à 0, parce que ça, c'est une norme. Il diminue jusqu'à 0. Jusqu'à 0 pour M maximum, pour M max, compose égale, on pose, c'est noté J. On la note J. Alors, lorsque M égale le maximum, qu'on va appeler J, dans ces conditions, cette différence, il vaut 0. Et donc, si la différence, il vaut 0, ça veut dire que A, il vaut J facteur de J plus 1. Mais J, dans 0, implique donc A est égal à J facteur de J plus 1. Voilà donc le premier terme. Et qu'est-ce que c'est que J? Donc, M noté J, c'est le maximum. Alors, donc, entre parenthèses ici, M inférieur ou égal à J, c'est le maximum, et implique donc A est égal à J facteur de J plus 1. Voilà donc ce que nous avons déduit. Deux choses. C'est que le maximum qu'on ne peut pas... Pardon. Le maximum qu'on ne peut pas dépasser pour M, c'est J. Donc, M est inférieur ou égal à J, et A, il vaut, lorsque ça est égal à 0, quand est-ce qu'il est égal à 0? C'est pour M maximum, c'est-à-dire pour J. Lorsque ça est égal à 0, ça veut dire que A est égal à J facteur de J plus 1. Et donc finalement, donc qu'est-ce que nous venons de montrer? Et alpha, quoi est égal à alpha plus, implique donc alpha plus, est égal tout simplement à H bar, racine de J facteur de J plus 1, moins M facteur de M plus 1. Voilà. Alors, là, comme ça, je ne vais pas faire le même calcul. Là, j'ai calculé pour alpha plus. Alors, de la même façon, vous allez avoir, donc de la même façon, si on fait le même raisonnement, mais avec alpha moins, c'est-à-dire vous allez avoir ici un signe moins, ici un signe moins, ici un signe moins, ici, alors attention, c'est M supérieur à moins J, ici donc moins J inférieur à M, et ici ça sera A moins J, et alpha moins, ça sera un signe moins ici. Voilà, ça vous faites le calcul rapidement, donc en définitive, ce qu'il faut absolument retenir de ce cours, c'est la chose suivante, c'est que vous avez J au carré de JM, parce que 2JM est égal à J facteur de J plus 1 H bar au carré de JM. Vous avez JZ de JM est égal à M H bar de JM, avec M comprise entre moins J et plus J, moins J, et vous avez J plus ou moins l'action de JM est égal à H bar racine de J facteur de J plus 1,
moins m facteur de m plus ou moins 1 fois jm plus ou moins 1. Voilà ce qu'il faut absolument retenir du cours. Toute la démonstration, c'est juste pour vous montrer la beauté de la chose, mais ce qu'il faut retenir, c'est absolument ça, c'est que les valeurs propres de J2, la valeur propre de J2, c'est J facteur de J plus 1 h bar au carré, la valeur propre de JZ, c'est m h bar. Qu'est-ce que c'est que m? C'est moins J et plus J, ça veut dire que m, c'est la valeur, J, c'est la valeur maximum de m, et que l'action de G plus sur M, elle fait monter d'une unité. C'est à une constante près, c'est M plus ou moins 1. Voilà, donc ça c'est l'essentiel du cours. Maintenant, on va faire juste des petites applications, hein, juste des conséquences, hein, comment on cherche les matrices, etc., etc. Et je vous rappelle que dans la base JM, J2 et JZ sont, les matrices sont diagonales, puisque c'est la base des vecteurs propres. Bien. Alors rapidement, on va le faire sous forme de remarque. Sous forme de remarque. Plusieurs remarques faites. Hein, on va faire donc premièrement valeur de J. Valeur de J. Quelles sont les valeurs qui sont possibles pour J? Bien. Alors la première des choses que vous devez savoir, c'est que pour J fixé, pour J fixe, J fixe. Je vous rappelle que J caractérise la grandeur du moment cinétique. C'est la valeur maximum de M. C'est la valeur maximum de M et il caractérise la grandeur du moment cinétique. Pour J fixe, alors M, c'est entre moins J et plus J, implique donc la dimension de l'espace EJ, c'est, alors je vous rappelle, si par exemple vous avez, et on passe tout le temps d'une unité, hein, parce que on fait augmenter J+, ou bien J-, c'est moins 1, ou bien plus 1, on passe d'une unité. Si vous avez J égale à 1, vous avez M est comprise mais moins 1 et plus 1, c'est-à-dire c'est moins 1, 0 plus 1, et donc la dimension c'est 2J plus 1. Ça c'est la première des choses. Donc, lorsqu'on vous donne la grandeur du moment cinétique, J égale à 1, L égale à 2, 2J plus 1. Pour J fixe, dimension c'est 2J plus 1. Bien, ça c'est la première des choses. Deuxièmement, supposons qu'on, je vous rappelle que M est comprise mais moins J plus J. On ne peut pas aller à plus J. Ah, vous allez ici, la remarque, hein, on peut le faire ici. J, si M égale à J, on ne peut pas avoir J plus 1, parce que le maximum c'est J. Et on peut remplacer, si pour M égale à J, pour M égale à J, vous allez avoir ça qui donne 0. Ah, ça c'est clair, hein. Alors, c'est le maximum. De la même façon, si on raisonne pour le minimum, c'est exactement la même valeur. Alors, deuxièmement, donc ça c'est la dimension de l'espace. Maintenant, pour J, alors les valeurs de J, alors c'est, vous avez donc ici, on part de soit J+, de J, M égale moins J. Alors, si je l'applique, si j'applique la formule en haut, il va donner donc ici un coefficient, donc c'est alpha plus, elle est proportionnelle à J, mais avec M qui vaut moins J plus 1. On augmente M d'une unité. Bien, si j'applique J plus au carré à ce vecteur J moins J, si j'applique à ce vecteur, bah, je vais avoir donc c'est alpha 1 J plus de J moins J plus 1. Or, J plus 1, il va faire augmenter M d'une unité. Donc ça, c'est donc alpha 2 fois, parce que s'il y a une constante, J moins J plus 2. Et ainsi de suite. Lorsque j'avais J plus N, de J moins J, ça sera tout simplement alpha N de J moins J plus N. Eh ben, jusqu'où on peut y aller, hein? À J plus N, le maximum, il existe donc N. Il existe N tel que Jn plus de J moins J égale à 0. Jn plus. Alors ça implique tout simplement, cela implique que moins J plus N est égal à J, est égal à J. Parce que c'est le maximum qu'on peut obtenir. Et là, donc, implique J est égal à N sur 2.
n, je vous rappelle, n c'est un entier. Donc les valeurs de J sont entiers ou demi-entiers. Entiers ou demi-entiers. Ou demi-entiers. Ça, c'est donc les valeurs de J. Alors, il y a deux remarques encore. Deux petites remarques encore. Rapidement, on va les faire. Hein. Tout ceci, je vous rappelle, c'est détaillé dans le cours. C'est juste comment, rapidement, hein, comment on mesure. Alors, mesure de JX. Deuxièmement, mesure de JX et JY. Alors, je vous rappelle tout de suite, hein, ce que nous avons cherché, c'est les valeurs propres de J2 et JZ qui commutent. Je vous rappelle que JX et JY ne commutent pas avec JZ, et donc les vecteurs JM ne sont pas forcément vecteurs propres de JX. Ce ne sont pas forcément vecteurs propres de JX. Bien. Alors, dans ces conditions, donc JX et JY, par contre, dans un état JM, les vecteurs JM sont états propres de J2 et de JZ. L'erreur est absolument, ce sont des observables compatibles. Si c'est des observables compatibles, ça veut dire tout simplement, des observables compatibles, ça veut dire que je peux les mesurer en même temps, simultanément, parfaitement. Ça veut dire que l'erreur, alors dans un état JM, on peut le vérifier rapidement, hein, c'est juste pour vérifier. Dans un état JM, vous avez donc Jx carré delta Jz au carré est égal à Jz au carré moins Jz le tout carré. On est d'accord? Or, Jz de JM, c'est Jz de JM, c'est MH bar de JM, implique Jz au carré de JM est égal à M au carré, H bar au carré, fois M au carré fois JM. D'où donc Jz au carré, hein, donc de Jz au carré, la valeur moyenne de Jz au carré est égale à M au carré, H bar au carré. Je vous rappelle que les JM forment une base et sont donc orthonormés. Hein, si vous avez JM', JM'. De la même façon, donc, vous avez ici Jz au carré et Jz au carré est égal tout simplement à M au carré, H bar au carré, d'où delta Jz au carré égale à 0. Idem, de la même façon, vous avez idem, delta de J au carré est égal à 0. Ça, c'est par le calcul, mais on le savait, au départ, on le savait. Parce que les JM sont vecteurs propres de J2 et JZ, que je peux mesurer, donc ce sont des observables compatibles. Par contre, pour JX et JY ne commutent pas avec JZ, donc ils ne sont pas des observables compatibles. Il existe une relation d'incertitude. Et on va la calculer rapidement. Alors, rapidement, donc c'est tout simplement, donc vous avez delta de Jx au carré, par exemple, hein, je ne vais pas faire le calcul pour Jy, est égal donc à Jx au carré moins Jx le tout carré. Le tout carré. Or, Jx c'est quoi est égal? C'est Jm, J plus Jx, Jm. Or, comme vous avez J plus ou moins est égal à Jx plus ou moins IJY. Ça implique que Jx est égal à 1 demi de J plus pour J moins. Et de la même façon pour Y. Donc ça, c'est 1 demi de JM, J plus J moins, de JM. Et alors là, c'est très simple, hein, c'est quand vous allez faire ça, J moins, il va faire descendre par M-1, M-1 fois M est égal à 0. La même chose ici, J plus fois M, ça fait M plus 1, M plus 1 fois M scalaire 0. Alors vous avez JM
Jm' est égal à delta de M'n'. Alors ça donne tout simplement 0. Par contre, Jx au carré, c'est 1/2 de J plus J moins le tout carré, c'est-à-dire c'est 1/4 J plus au carré plus J moins au carré plus J plus J moins plus J moins J plus. Ce n'est pas 2 fois parce qu'ils ne commettent pas. J moins, J plus. Et maintenant, si vous prenez applique donc la valeur moyenne de Jx au carré est égale donc à 1/4. Alors, est égal à 1/4. On va l'écrire quand même. C'est J plus au carré plus J moins au carré plus 1/4 de J plus J moins fois J plus. Alors ça égale à 0. Et ça égale à 0. Pourquoi? Parce que J plus au carré, ça va être M plus 2. M plus 2 fois M. Hein, J plus au carré, hein, vous avez J plus au carré de Jm est égal à alpha 2 fois J M plus 2. M plus 2, J plus au carré, c'est 2 fois. Il le faut monter 2 fois. Ça avec Jm, le produit scalaire égale à 0. Parce qu'ici vous avez M plus 2, ici vous avez M, ben, c'est pas la même chose. Ça égale à 0, et ça est égal donc à J2, 1/4, c'est donc 1/2 de J2 moins Jz. Ça c'est donc 1/2 de Jm. Ça c'est 2 fois J2 moins Jz. Moins Jz au carré. Moins Jz au carré. C'est 2 fois Jm fois J au carré moins Jz au carré. Jm. C'est-à-dire, c'est tout simplement donc 1/2 facteur de J plus J facteur de J plus 1 moins M au carré. Voilà. Elle existe donc, d'où la relation d'incertitude. Hein, vous allez donc avoir delta de Jx au carré est égal à 1/2 de facteur de J plus 1 moins M au carré. Et vous avez la même chose hein, pour Jy. D'ailleurs, par symétrie, c'est exactement la même chose. Voilà, donc si je vais rapidement, parce que ça, c'est des petits calculs. Hein. Maintenant que vous connaissez le formalisme, c'est quelque chose de faire. Alors, la dernière remarque, et on va s'arrêter ici, c'est représentation, troisièmement, représentation dans JM. Représentation dans JM, dans la base JM. Alors, on va prendre un exemple. Un exemple, J, moment cinétique, J égale à 1. Et il y a un exemple dans le cours, J égale à 2. Et vous pouvez le faire. Alors, J égale à 1 implique donc la dimension de UJ. Vous avez M. M est comprise, ma ville, moins 1 et plus 1. Ça veut dire M égale M, c'est 1. C'est moins 1, 0 plus 1. La dimension de l'espace, dim de EJ, c'est 2J plus 1 est égal à 3. Il y a 3 vecteurs de base. Les vecteurs de base, c'est tout simplement donc JM, c'est 1, 1, 1, 0 et 1 moins 1. Et 1 moins 1. Alors, comme le 1 il est fixe, hein, le 1 il est fixe, parfois on va trouver tout simplement les notations c'est 1, 0, moins 1, parce que le 1 il est fixe. Alors, c'est pas la peine de trimballer, donc voilà la base, dans l'ordre 1, 0, moins 1. Alors, la matrice de J2 et de Jz dans la base des vecteurs propres sont diagonales. Je vous rappelle donc, pour J2, la valeur propre c'est J facteur de J plus 1, H bar au carré, c'est donc 2 H bar au carré. Donc la matrice de J2, il ne reste pas grand chose, hein, je vais terminer bientôt. Hein. C'est J2 est égal, donc J2 c'est 2 H bar au carré, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Elle est diagonale. La matrice de Jz, c'est donc dans l'ordre ici 1,
0, moins 1. C'est tout simplement donc 1, 0, moins 1. Ça, c'est les valeurs propres et les diagonales. Par contre, pour Gx et pour Gy, la matrice n'est pas diagonale. Et pour chercher Gx et Gy, on cherche d'abord J plus et J moins. Alors, comme nous disposons donc des valeurs, vous allez avoir donc J plus. Pour chercher la matrice de J plus, alors pour chercher Gx, pour chercher Gx et Gy, on calcule d'abord Jx, J plus et J moins. Et en fait, c'est juste une, parce que l'autre, on le déduit systématiquement. Alors, la matrice de J plus, donc c'est normalement, c'est ça, hein, je vais le faire. Donc, alors, c'est je suis, donc c'est 1, ici, 1, J plus, 1. Ici, ça c'est la première ligne. La première ligne, ici, c'est J plus. Ici, c'est 1, J plus 0. Ici, c'est J plus, pardon, c'est 1, J plus moins 1. Ici, c'est, alors, ici, c'est 0, J plus 1. Ici, c'est 0, pardon, c'est moins 1, J plus 0, 1, pardon. Ici, ça sera donc 0, J plus 0. Ici, c'est la même chose, hein, et vous continuez, et ainsi de suite. Hein, c'est donc ici, on peut continuer, hein, c'est moins 1, J plus 0. Ici, c'est 0, J plus moins 1. Ici, c'est moins 1, J plus 0. Pardon, moins 1. Alors, tout de suite, hein, les éléments de la diagonale sont nuls. Pourquoi? Parce que vous allez avoir ici moins 1, ici J plus de 1. Bon, ça égale à 0. J plus de 1, c'est quelque chose qui est proportionnel à 1. Et 1 fois 0, ça donne 0. Ça, J plus de moins 1, c'est proportionnel à 0. Fois moins 1, c'est égal à 0. Donc, les valeurs sont en diagonale, c'est égal à 0. Alors, un calcul simple, hein, on en déduit tout simplement. Hein, c'est vite fait. Si vous le faites, hein, si vous avez des problèmes, on est là à votre disposition. Hein, c'est 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Alors, comme J plus, comme J moins est égal à J plus fois plus, il suffit de prendre le transposé. Ça sera donc H bar sur 2, racine de 2, facteur de 0, 0. Alors, 0 ici. Alors, ici, c'est 1. Ici, c'est... Ah, on va l'écrire correctement, hein, sans erreur. C'est donc 1, 1 ici. 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. D'où Gx égale. D'où les matrices. Et j'en aurai fini. Je vais arrêter. Vous avez l'exemple de J égale à 2. Il faut le faire. Alors, donc, d'où Gx, on va l'écrire en rouge, hein, si vous voulez, hein, d'où Gx est égal à 1 demi de J plus J moins, la matrice. Ah ben, c'est tout simplement H bar, racine de 2 sur 2, facteur de 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Et vous avez de la même façon, vous avez Jy, 1 sur 2i, facteur de J plus moins J moins, est égal, donc c'est H bar, racine de 2 sur 2, 0, I, 0, moins I, 0, I, 0, moins I, 0. Voilà donc les matrices de Gx. Voilà donc comment on représente, quel que soit le moment cinétique. Je vous rappelle ce que nous venons de faire, c'est extrêmement important, c'est la théorie d'une manière générale. Qu'il soit un moment cinétique orbital, c'est-à-dire défini à partir du classique, ou bien un moment cinétique de spin défini à partir de la physique quantique, tout ce que nous venons de faire est valable pour les deux moments, pour n'importe quel moment cinétique. Donc c'est un travail extrêmement important, ce n'est pas compliqué du tout, comme vous venez de le voir. Si vous avez encore des difficultés, nous sommes là à votre disposition, soit via Google Meet, soit à mon bureau. Sur ce, donc, je vous remercie et bon courage.